Bien, bonjour Véronique. Bonjour Bernard. Alors, on va parler un peu, on va échanger un peu sur la ménopause, hein. C'est un sujet que vous avez abordé, un des sujets que vous avez abordé dans votre livre sur la chirurgie des âges. Et moi, je vais remonter un petit peu au-delà, ou en deçà. En 1782, Louis-Jean-Marie Daubenton, qui est un médecin parisien célèbre, hein, il a même, je crois, une station de métro à son nom, écrit que dès la quarantaine, le corps donne déjà des signes de dépérissement. Ce n'est pas encore l'âge de la vieillesse. Et il pense qu'il serait mieux nommé l'âge de retour, puisqu'alors la nature commence à rétrograder, dit-il, l'embonpoint diminue et les fonctions de quelques parties du corps s'affaiblissent. Donc âge de retour, hein, retour d'âge, une expression qu'on connaît bien. On ne parle pas encore de ménopause, il faudra attendre une trentaine d'années pour cela. Et on voit qu'avec ménopause, on a un terme technique qui remplace des locutions un peu imagées. Alors, la première question que je me pose, c'est pourquoi ce changement, pourquoi cette technicisation, voire cette médicalisation, parce que c'est sans doute de ça dont il s'agit, de la ménopause. Peut-on parler d'une invention médicale ou d'une invention sociale de la ménopause ? Oui, effectivement, le mot ménopause lui-même est inventé en 1821 par Charles de Gardanne dans la deuxième édition de son avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique. Jusque-là, on n'a pas besoin de termes précis pour désigner cette période des femmes. On parle de cessation des menstrues, on parle aussi d'âge critique ou d'âge de retour. Mais ce moment-là de la vie des femmes s'inscrit plus largement, et c'est le cas dans les traités, et c'est le cas dans les représentations, dans le cadre de ces maladies qui affectent les femmes. À partir du début du 19e siècle, tout change effectivement, parce que, d'une part, la différence des sexes, la façon dont on pense à la différence des sexes change. La femme cesse d'être un homme inversé, ayant à l'intérieur ce que l'homme a à l'extérieur, pour devenir radicalement différentes. Hommes et femmes sont radicalement différentes. Et l'essence même de la femme, c'est désormais le sang et la menstruation. Et le discours des médecins autour du sang et de la menstruation est aussi effectivement une construction sociale de la ménopause. La ménopause étant construite comme un moment, pour le dire vite, où la femme est extrêmement malade. La ménopause, c'est une maladie, grosso modo. Du moins, se manifeste-t-elle par une cohorte tout à fait incroyable de maladies dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont diverses et variées, puisque ça va des bouffées de chaleur jusqu'aux problèmes gastriques, des ophtalmies jusqu'aux hémorroïdes, sans nous oublier les sautes d'humeur et des tas d'autres maladies, effectivement. Et comme toute maladie, il faut effectivement la soigner. Et c'est ce que vont faire les médecins. D'ailleurs, lorsque le discours sur le sang va peu à peu laisser place à un discours sur les hormones, ces deux discours ne vont pas s'exclure. Loin de là, ils vont se compléter l'un et l'autre. Et le discours sur les hormones ne va faire que graver un peu plus dans le marbre le discours sur le sang et rendre la ménopause encore plus compliquée. Mais je voudrais juste finir sur cette petite idée, c'est que cette pathologisation de la ménopause n'a pas vraiment disparu, puisque aujourd'hui, on propose des traitements hormonaux de substitution où la phytothérapie elle-même propose un certain nombre de solutions. Je pense par exemple à une marque bien connue, qui est une contraction de ménopause et de phytothérapie, qui propose des produits contre les bouffées de chaleur, contre la rétention d'eau ou pour l'hydratation intime. Donc, preuve est donc faite que cette pathologisation de la médecine, quoi qu'on en dise, n'a pas encore disparu. Oui, on parle aussi du soja avec des hormones naturelles que l'on trouve dans différentes plantes, effectivement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, comme vous le soulignez bien, il y a une médicalisation donc, de la ménopause. Semble-t-il pas une telle médicalisation de l'andropause, comme si, dans le fond, je ne sais pas, l'homme était naturellement en bonne santé. Je ne sais pas du tout s'il y a des images qui vont là autour. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans cette ancienne image qu'on trouve, par exemple, chez Aristophane, que l'homme et la femme sont deux moitiés complémentaires. C'est plutôt pensé sous le terme de l'opposition, semble-t-il. Tout à fait. L'homme, ce sont désormais, après cette vision où l'on a une femme, ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais en tout cas c'est différent, une femme qui n'est guère qu'un homme amoindri,
moindre qui garde à l'intérieur ce que l'homme a à l'extérieur, on a cette pensée de la différence radicale. Et cette différence radicale de la femme par rapport à l'homme, elle est aussi largement construite par tous ces traités de médecine qui insistent sur la menstruation et qui la construisent comme une véritable pathologie pendant 30 ans au moins de la vie des femmes. Tout à fait. Et cette médicalisation de la ménopause, bon, semble-t-il, est allée quand même assez loin parce que, bon, la ménopause, on peut dire que c'est la fin, ça marque la fin du pouvoir d'être mère. Hein. C'est une fin qu'on peut appeler naturelle, même s'il y a des constructions sociales là autour, mais on voit que la médecine est quand même, a aussi influencé, enfin, est aussi intervenue à ce niveau-là, puisque je me souviens qu'en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, il n'était pas rare qu'une femme subisse l'ablation de l'utérus et des ovaires, hein, une sorte de ménopause avant l'heure, si je peux dire. Et on appelait ça d'ailleurs familièrement la totale, cette opération-là. Qu'est-ce que cela nous dit, d'après vous, quant à une espèce d'emprise de la médecine sur la fécondité qui va jusqu'à, d'une certaine manière, décider elle-même de la fin de la fécondité? Oui, si on veut parler d'emprise, c'est une emprise qui s'est faite avec l'accord des femmes, aussi étonnant que ça puisse paraître. Lorsque alors je précise que ma thèse sur justement le sang, etc., date maintenant une trentaine d'années. J'ai réalisé les entretiens au début des années 1990 auprès de femmes qui avaient entre 60 et 80 ans, afin qu'elles me racontent leur ménopause. Et toutes me disaient, enfin j'avais très bien compris que la totale n'était pas un repoussoir et ne leur faisait pas du tout peur. Au contraire, elles l'attendaient avec soulagement. Et lorsque le médecin tardait à la leur prescrire, elles insistaient fortement. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est comment ce que l'on perçoit aujourd'hui comme une mutilation a-t-il pu faire l'objet d'une demande de la part des femmes elles-mêmes? En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autour, avec et sous la ménopause, se dissimule un interdit que l'on retrouve dans toutes les cultures, mais qui, ici, n'est pas clairement explicité. Cet interdit, il est tout simple. C'est que la femme doit cesser d'être mère lorsque sa fille est en âge d'être mère. C'est-à-dire que le pouvoir génésique doit circuler d'une génération de femmes à l'autre. Les générations ne peuvent pas, deux générations ne peuvent pas procréer en même temps. Alors cet interdit, qui est très présent, je rappelle, dans nombre de cultures, je ne l'ai pas trouvé explicité comme tel. On m'a pas dit, il est interdit de. Mais je l'ai trouvé au travers de scandales ou de honte éprouvée, par exemple par les femmes. Honte notamment lorsque s'annonce une grossesse, s'annonce la naissance d'un enfant qui a une très grande différence d'âge avec ses aînés. D'ailleurs, il y avait un terme, il y avait des termes pour le dire. On parlait d'un tardillon, ou alors en occitan, on disait de lui qu'il était un gatsunil, c'est-à-dire un gâche-nid, un gâcheur de nichés. Et pourquoi était-il un gâcheur de nichés? C'est parce que par sa seule existence, il prouvait que ses parents vieillissants n'avaient pas été capables de se contraindre à l'abstinence. Donc il y avait un aspect moral là derrière. Ah, il faut moral, en tout cas, on ne peut pas, deux générations ne peuvent pas procréer en même temps. Or, dans une société où les moyens de contraception sont pour le moins peu fiables, quel meilleur moyen de ne pas avoir d'enfants que d'arrêter d'avoir des relations sexuelles? Et les femmes, je me souviens très bien avoir entendu lorsque j'étais petite, je suis née en 67, dans les cénacles de femmes, lorsqu'il n'y avait pas d'oreilles supposées ne pas comprendre, et pour qu'elles ne comprennent pas, en plus elles le disaient en occitan, lorsque dans ces cénacles de femmes, on voulait dire, bon ça y est, c'est fini, les relations sexuelles sont arrêtées, on disait en occitan, j'ai mis le sabot dans le lit, je vous le dirai pas parce que j'arrive pas à le dire, on disait aussi qu'on avait envoyé son mari voir la voisine, ou alors a-t-on relevé dans le Midi toulousain cette expression que je trouve magnifique, monter les outils au galetas. Je vous précise pas de quels outils il s'agit. Le galetas étant le grenier, bien sûr. Donc, effectivement, on comprend très bien, si l'on ajoute la honte de la grossesse tardive, la nécessité
pour y échapper, de se contraindre à l'abstinence sexuelle, on comprend que la ménopause, on comprend que la totale, les femmes l'attendaient avec délivrance. Et au-delà de ça, ce qu'on voit très bien, c'est que les femmes et les médecins pensaient la totale, la ménopause de la même façon. Il y a un savoir qui circule entre femmes et médecins, et d'une certaine façon, les médecins ont repris le savoir des femmes, l'ont habillé de science et le l'ont rendu. Et les femmes ne pouvaient que reconnaître ce qu'elles savaient, entre guillemets déjà, le jargon médical en moins. Mhm. Mais dans ce que vous dites de cette emprise médicale sur la vie des femmes, c'est quasiment une sorte de réduction de la vie des femmes à ces flux de sang qui vont, qui viennent et qui apparaissent et qui disparaissent. Ça rappelle peut-être un peu cette maxime hippocratique tota mulier in utero, la femme est tout entière dans son utérus, qui est une vision quand même très réductrice de la femme. Vous pensez que, dans le fond, notre médecine se coule dans ce moule-là? Alors, toute la femme dans son utérus, depuis le 19e siècle, la chose s'est un peu effacée, mais on dira que toute la femme est dans sa menstruation, effectivement. La femme, c'est le sang, disais-je tout à l'heure, et le sang, c'est la femme, effectivement. Et cette question du sang, lors des entretiens que j'ai réalisés donc dans les années 1990, les femmes le disaient, mes interlocutrices me le disaient, elles savaient très bien que tous les soucis qu'elles avaient, c'était lié à cette menstruation. La menstruation, c'est la grande difficulté. C'est elle qui va marquer les 30 ans de vie, les 30 ans de menstruation. Et elles le savaient, les soucis qu'elles éprouvaient étaient liés à cette menstruation. Mais à bien y regarder, ces soucis, finalement, apparaissaient un peu comme un système qui revient sans arrêt. Parce on voyait très bien qu'il y avait 3 grands temps. Alors, je dirais un temps qui s'écoule sur le temps de la vie, adolescence, retour d'âge, et puis un temps qui est calendaire, printemps, automne, et puis le temps du mois. Que se passe-t-il? Alors, je reviens sur adolescence et le problème, en fait, de toutes ces périodes, c'est que le sang semble s'affoler. Il ne sait pas où il va. Il ne trouve plus son issue et il provoque toutes les maladies. Je vous remercie beaucoup, Véronique, de tous ces éclaircissements. On est arrivé au terme de notre entretien. Merci encore. Hein. Merci, au revoir. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, on doit en convenir, et surtout moi, vu mon âge, nous les hommes, on sécrète moins d'hormones avec l'âge, tout comme les femmes d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais pourtant, si la ménopause est un sujet discuté, s'il existe des gynécologues pour la traiter, l'andropause est un terme dont beaucoup ignorent même la signification. Et même s'il existe des andrologues, leur existence passe pratiquement inaperçue. Alors, pourquoi cela? Pourquoi ce silence? D'abord, l'andropause est beaucoup moins brillante que la ménopause. Hein, donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus progressif. Et c'est vrai que moi, durant mes études, j'en ai pas du tout entendu parler de l'andropause. C'est à peu près dans les années 60 qu'on a commencé à étudier le sujet sur le plan médical. Et puis la vulgarisation dans les médias, elle est venue très très tardivement, dans les années 2010, 2000. Donc c'est un sujet qui est vraiment apparu que récemment. Et après, pourquoi ce manque d'intérêt pendant si longtemps? Peut-être justement parce que les hommes sont longtemps aussi restés silencieux. C'est une zone d'ombre qu'ils veulent cacher. Hein. C'est une atteinte de la puissance masculine, c'est une atteinte de la virilité. Alors c'est vrai que moi je commence à avoir des personnes qui viennent avec des plaintes spécifiques plutôt qui concernent le sexuel et dans lesquelles on discute justement d'une supplémentation hormonale ou d'autres approches. Mais c'est vrai que ça n'existait vraiment pas dans la consultation jusqu'à ces 5-10 dernières années. Vraiment pas du tout. Mais c'est intéressant de voir que les personnes viennent se consulter pour la sexualité. Est-ce que, c'est pas l'expression d'un autre stéréotype, c'est que la puissance sexuelle virile doit être préservée par-dessus tout et qu'on va cacher quand ça se passe mal. Moi, je me souviens, le romancier Romain Gary, qui s'est suicidé, hein, on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il s'est suicidé parce qu'il a senti qu'il devenait impuissant. Oui. C'est vrai que c'est la partie visible, je dirais toujours visible de l'iceberg. Hein. Donc la virilité a été très très liée à la puissance sexuelle et la capacité d'avoir une sexualité, pas forcément de se reproduire. Et comme chez l'homme tout est visible, donc on peut difficilement le cacher, en plus on n'a aucun contrôle sur cette partie de soi-même.
Et je crois que ce qui est intéressant dans cette hormone androgène qui donc existe dans les deux sexes, c'est qu'elle est quand même très liée à une espèce de dynamique, à un drive, que ce soit sexuel, que ce soit physique. Et si la femme avait plutôt une image qui était liée à son apparence physique, l'homme c'était beaucoup à sa force, à sa puissance. Et tous ces aspects-là, puissance sexuelle, sont touchés par l'andropause. Donc il y a une diminution de la masse musculaire, l'homme est moins fort, moins performant. Il est moins performant aussi. Enfin, il n'y a pas un lien direct entre l'andropause et la dégradation cognitive, mais on sait que du fait qu'on a moins d'énergie, les hommes ont aussi plus de difficultés, par exemple, au travail. Et il y a eu des discussions, est-ce qu'il ne faudrait pas, avec le vieillissement de la population, adapter les postes de travail à ces hommes vieillissants, au lieu de les mettre tous dehors, comme on a un peu tendance à le faire actuellement. Voilà, donc c'est... Est-ce que ça veut dire que tu penses qu'on a de la peine à s'accepter quand on vieillit? Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et le fameux démon de midi où les hommes, la cinquantaine, essayent de vérifier une dernière fois leur désirabilité, leur puissance sexuelle, je pense que c'est très compliqué. Et je pense que pour s'accepter, il ne faut pas éviter le problème, il faut faire face au problème, il faut l'aborder. Et puis il faut souvent prendre mot avec parfois l'aide d'un spécialiste. Parce que les hommes, malgré le fait que la psychothérapie se démocratise, ont quand même plus de peine à faire que les femmes. Ouais. Mais d'un autre côté, bon, il y a le stéréotype du mâle viril, dont on vient de parler très rapidement, mais d'un autre côté, il y a aussi toute la morale occidentale qui insiste sur le fait de se contrôler, de se maîtriser soi-même. Et on pourrait se dire, c'est peut-être bienvenu cette andropause, puisqu'il y a moins de testostérone, on peut penser qu'on aura plus de facilité à contrôler sa libido, ses pulsions ou autres. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui considèrent que c'est bienvenu d'une certaine manière? Alors c'est très intéressant cet aspect-là parce que la recherche récente a montré qu'il y a une baisse de la testostérone chez les hommes qui vont devenir pères, ce qui diminuerait leur agressivité, ce qui diminuerait leur demande sexuelle et ce qui les préparerait à accepter l'enfant qui va venir. Alors c'est vrai que la testostérone a beaucoup été connotée à des comportements de domination, à des comportements agressifs, et c'est vrai que peut-être ça aidera l'homme à passer de ce stade du combattant au sage. Mais il y a aussi des théories récentes qui sont très intéressantes, qui montrent que, par exemple, on sait que probablement les personnes qui sont dominantes au niveau de la société, qui ont des postes importants, auraient des taux de testostérone plus importants, comme chez les mâles alpha, par exemple, chez les singes. Mais qu'il y a un équilibre, en fait, c'est une hypothèse cette dual hormone hypothesis, qui dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les androgènes, la testostérone et la cortisone, pour justement faire en sorte que ces deux aspects-là, entre l'hormone du stress et l'hormone qui génère de l'énergie et ce drive, créent un équilibre qui soit optimal et qui permette à certains de mieux réussir que d'autres. Donc ils auraient plus de testostérone et moins de cortisol, donc ça veut dire qu'ils stressent moins dans des situations, par exemple, où ils sont très exposés. C'est vrai que quand on compare évidemment l'être humain et l'animal, c'est toujours assez intéressant, hein, notamment les dimorphismes sexuels qui sont plus ou moins marqués. Entre l'homme et la femme, il y a un dimorphisme, mais il n'est pas gigantesque, hein, semble-t-il. Ce mâle alpha qu'on trouve chez les chimpanzés, on est des êtres humains, c'est quand même un peu différent, mais on a des fois l'impression aussi que ce modèle du mâle alpha, il est assez présent dans la politique. Il y a des régimes politiques où la figure du chef joue un rôle très important. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin. En Suisse peut-être avec nos 7, qu'on appelle les 7 sages, différents, mais il suffit de franchir le Jura pour se rendre compte qu'il y a des modèles qui insistent sur qui semble-t-il renforcent ce stéréotype entre guillemets du mâle alpha. Alors c'est sûr que c'est une image qui est très valorisée, celle du mâle alpha. Hein. C'est celui qui attire la convoitise, c'est celui qui attire la jalousie parce qu'il présente bien, parce qu'il parle bien, parce qu'il paraît fort justement. Donc là on rejoint ce côté assuré et fort. Et d'ailleurs la testostérone est probablement impliquée dans l'estime de soi. C'est une hormone quand même qui va dans le sens, elle diminue par exemple les processus critiques à l'intérieur du mental.
Alors, ce serait intéressant de faire une fois une étude, de voir si justement les hommes politiques qui réussissent auraient des taux de testostérone plus élevés que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que la testostérone, elle est médiée par plein d'autres facteurs. Donc, il y a des situations, quand on est quelqu'un qui a beaucoup de testostérone et qui est menacé, ben, on réagit plus vite et plus fort. Mais lorsqu'on n'est pas menacé, on est capable d'avoir des comportements prosociaux et d'être plus tourné vers les autres et de leur donner, de leur offrir plus. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un stéréotype unique de les androgènes, ça provoque une agressivité, puis tous les gens qui sont dans les prisons ont des androgènes jusque-là. Effectivement, mais bon, on se rend compte que la testostérone, on en a beaucoup peut-être au début, on en a beaucoup moins par la suite. Oui. Est-ce qu'elle nous facilite la vie d'un côté, elle nous la complique de l'autre, mais un des buts de l'être humain, c'est quand même d'être heureux, d'une certaine manière, hein, c'est d'accéder à la vie bonne, à la vie heureuse. Ce jeu des hormones, est-ce que ça nous rend, dans le fond, est-ce qu'il est plus difficile d'être un homme vieux qu'un homme jeune, ou comment est-ce qu'on peut, disons, d'une certaine manière, gérer ces changements hormonaux de manière un petit peu optimale? Alors, les hormones sont un système automatisé qui nous pousse à faire des tas de choses. Je pense que le but premier des androgènes, au-delà de créer un homme à partir de la naissance, c'est aussi de nous pousser à nous reproduire et à avoir un certain type de comportement. Je pense que beaucoup d'hormones, comme par exemple l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement, ont des rôles très importants sur ce mode-là. Maintenant, est-ce que ces hormones ont la capacité de nous rendre meilleurs ? Moi, je pense que le problème de l'homme, c'est justement sa capacité à s'émanciper, à être complètement indépendant de ses programmations. Et c'est là où se situe le problème. C'est qu'il est en collision entre des systèmes, si vous voulez, si tu veux, où il est très indépendant, où il peut créer, imaginer, se représenter de nouvelles choses, et puis ces systèmes automatisés qui finalement le drive dans un comportement qui est très régulé. Donc le problème de l'homme, c'est justement cette collision entre ces vieux systèmes et ce côté où on lui laisse une marge de manœuvre absolument incroyable et qu'il utilise souvent fort mal. Donc je pense que c'est ça le grand problème de l'homme. C'est que la nature, elle a joué un peu au dé et puis elle a pris le risque de mettre sur cette terre quelqu'un qui peut s'émanciper de son contrôle, qui peut se dépasser, qui peut créer un environnement, qui peut complètement modifier un environnement. Donc, je pense que c'est là le problème de l'homme. Oui. Alors, on vient de parler de l'homme ou de l'être humain en général, hein, et puis de phénomènes un peu quand même assez biologiques, mais dans le fond, bon, on vit dans un monde où il y a une multiplicité de sociétés, de cultures. Est-ce que ce que tu viens de dire est quelque chose qui décrit plutôt la façon dont on vit en Occident, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est universel, ou alors c'est quelque chose qui est universel. C'est universel. Ouais. Mais il y a sûrement quand même des différences au niveau de la façon dont ça s'inscrit culturellement, ou bien est-ce que... Alors, il y a certainement des différences dans la manière dont ça s'inscrit culturellement. Il y a quand même 2-3 sociétés matriarcales qui existent. Mais c'est vrai que quand même, cette espèce de programmation de l'homme à explorer, à combattre, à choisir, peut-être de manière sélective, parce que ça donne aussi un avantage à la sélection naturelle. Si c'est les plus forts qui gagnent, en quelque sorte, c'est probablement les mieux pourvus génétiquement. Donc on a tout intérêt à ce que ce côté biologique continue à s'exprimer. Donc je pense que il n'y a pas beaucoup de sociétés qui échappent à la dominance des mâles alpha avec les... Alors, faut-il s'en réjouir ou faut-il le déplorer? Ça, c'est la question sans doute qui reste ouverte. Hein. Merci Pierre d'avoir répondu à mes questions. Ce serait d'ailleurs intéressant de tester le taux d'androgène chez nos politiciens. Oui. Peut-être politiquement incorrect, mais je sais pas. Merci beaucoup.